Quand je suis arrivé au CNHP, c'est là que j'ai réalisé que la game a changé. Beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que moi. Ça, c'est la première chose que j'ai réalisé. J'ai fait, OK, là, je suis plus dans les tops. Là, je suis dans le top des moins bons. T'sais. Il y avait les détections de l'Académie de l'Impact. Il y a un match que je suis pas vraiment supposé participer, mais que je finis par participer à ce match-là, puis je me retrouve Philippe Lafroy. Il me dit, écoute, tes coachs, ils me disent de même pas te regarder. Moi, ce que je viens de voir, c'est que c'est pas vrai, c'est faux. Fait qu'il me dit, à partir de maintenant, tu vas être avec moi. Il a réussi à me remettre comme un méga boost de confiance. Des fois, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on ait besoin de toi. Des fois, il faut de la chance. Qu'est-ce qui a fait en sorte que 2017 a été l'année que tu as autant performé? C'est l'année la plus tough. Je suis en train de performer, mais on me fait rentrer à 70e, à 80e. Pourquoi quand on me donne des starts, c'est parce qu'on reste tout le monde. Est-ce que tu as eu des communications avec le coach, avec le directeur sportif? C'est un joueur que tu payes tant, qui joue. C'est tough à vivre parce que tout le monde vient te voir après les matchs. Ils le savent. Le monde sait que tu devrais jouer plus, mais tu joues pas. Ça, c'est peut-être un des plus beaux. Celui-là, faut qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était de la chance. Anthony Jackson-Hamel, tu es un ancien professionnel de foot ayant évolué avec l'Impact de Montréal de 2014 à 2020. Yes. Formé à Limoilou dans la ville de Québec, tu déménages très tôt à Montréal afin d'intégrer le Centre national de haute performance. Tu joueras d'ailleurs avec l'équipe nationale senior près d'une dizaine de fois en marquant 3 buts au passage, mais tes exploits les plus marquants seront ceux de la saison 2017 avec l'Impact où tu inscriras 9 buts en 21 matchs. Et important de le mentionner, dans ces 21 matchs, très souvent, tu n'y commences pas. Des buts qui, souvent, tu marqueras en fin de match comme la partie contre Philadelphie où l'équipe perd 3-1 à 20 minutes de la fin du match et tu inscris 2 buts pour égaliser. Même chose contre Columbus où tu marques un but de la tête à la fin pour rendre le match nul. Bref, une saison 2017 qui a dû ressembler à un rêve pour toi. Après ta retraite, en 2021, tu t'es reconverti en DJ et ta carrière dans ce domaine est tout autant impressionnante. On en parlera à la fin. Anthony Jackson-Hamel, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait longtemps. Trop content de te voir aujourd'hui. On se connaît bien. Ben écoute, on a fait notre enfance ensemble au foot. Bon, à un certain moment donné, tu avais un petit peu plus de talent que moi, donc ta carrière est allée plus vite, mais effectivement, on remonte à loin. Puis peut-être qu'on pourrait commencer là, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Tu viens de la ville de Québec, puis tu t'es fait former par la famille Brett. Donc, Olivier Brett, qu'on voit à RDS aujourd'hui, qui, lui, a été avec son père pendant toute sa vie à bâtir l'Académie Pro Foot de la Ville de Québec. Tu es un joueur formé, éduqué par cette famille-là, littéralement. Là. Effectivement. C'est 2 personnes qui ont été très importantes dans ma carrière, qui ont été très dures aussi avec moi. Puis ça me prenait ça. Bien sûr. À cet âge-là, que c'était pas nécessairement facile à gérer. Fait que d'avoir ces 2 personnes-là qui me disciplinent, qui me... des fois, je me rappelle, c'est Fergus qui me disait... Tu joues pas. J'allais aux pratiques, mais je regardais parce que je pouvais pas jouer, parce que j'étais trop... Des fois, je faisais n'importe quoi. Ouais. Fait que, mais il voyait le talent. Discipliné de même, des fois, c'était... ça a été important, ouais. Puis au meilleur de tes souvenirs, Anto, c'était quoi le moment vraiment que tu as senti que le foot, tranquillement, quand tu étais jeune, c'était important? Est-ce que c'est dans des pratiques, des matchs, en ayant regardé peut-être une compétition à la télé? Je te dirais, honnêtement, j'ai commencé à jouer au foot parce que j'avais beaucoup d'énergie. Puis ma mère a cherché un moyen d'évacuer toute cette montée d'énergie que j'avais. Fait que c'était de, OK, quel sport on peut faire? Le soccer, d'autres sports que j'essayais, mais ça a vraiment été le foot qui matchait le plus avec, bien sûr, avec moi, avec ce que j'aimais. Je pouvais courir dans le stop, des alentours. Puis c'est ça, fait que j'ai choisi le foot, ouais. Marqué des buts très jeune. Marqué des buts très jeunes. Ça t'a toujours suivi, ça? Toujours. Et bon, je rebondirais peut-être un petit peu ici sur la famille Brett. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de gens le savent, mais ils sont derrière la formation de joueurs qui ont quand même opéré à un très, très haut niveau. Y a-t-il des anecdotes avec Olivier, avec Fergus qui est le nom du père d'Olivier Brett, que tu pourrais peut-être partager avec l'audience qui t'ont marqué, qui t'ont aidé à devenir un meilleur joueur de foot, peut-être des phrases spécifiques qui t'ont dit? Écoute, je te dirais, c'est celle que je te parlais justement là. L'anecdote qui m'a le plus marqué d'eux, que je vais me rappeler toute ma vie, c'est que, c'est ça, je te dis, à un certain âge, j'étais pas trop... J'étais tough à gérer. Puis, Fergus avait dit à ma mère, écoute, il va plus jouer.
pour le restant probablement de la saison, mais il faut qu'il vienne au match s'il veut rester dans le... Fait qu'on le met sur le banc. Fait qu'on le met sur le banc, mais tu joues pas pantoute. Là. Fait que là, je suis là, je vais au match avec ma mère, je m'assois sur le banc des estrades avec elle. T'as quel âge? C'est une bonne question. Je te dirais peut-être 11 ans, 12 ans. OK. Peut-être. Ah, t'es pas vieux. Je confirme. Là, ça remonte. mais peut-être 12 ans, je suis pas vieux. Là. Peut-être même un peu plus jeune. Puis c'est là que je réalise que si je veux faire ça, il va falloir que j'écoute les consignes. Fait que tu sais, c'est l'anecdote que je me rappelle pas mal le plus. As-tu senti que le foot, c'est toujours facile pour toi? Parce que de l'externe, en ayant joué avec toi, on pouvait le voir directement. Tu avais un talent inné. Des fois, peut-être que tu n'étais pas le plus sérieux, on peut le dire, mais tu arrivais toujours à te démarquer, à marquer des buts, à être là quand ça compte. Sentais-tu que c'était facile? Facile, je te dirais oui. C'était facile, mais j'ai eu une période où ça a été beaucoup plus dur. Ouais. Genre, je voyais qu'il y avait un groupe complet qui était meilleur que moi, mettons, une certaine période. Ouais. Fait que oui, j'ai eu une certaine facilité quand j'étais plus jeune, mais je suis arrivé à un âge où je me suis posé beaucoup de questions. Là, bien sûr. Je sais pas si ça va marcher. T'sais. Qui s'en pose pas. Hein? Qui s'en pose pas, mais ouais, je te dirais que plus jeune, j'avais déjà une vitesse qui était supérieure aux autres. Fait que moi, je pouvais prendre la ligne puis flyer sur la ligne. Puis c'était pas mal ça, ma stratégie. Là, à un moment donné, à un moment donné, ça te rattrape. Là, tu as commencé à travailler d'autres choses. Bien sûr. Mais ouais, j'avais peut-être une facilité dans ce sport-là. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je confirme, Anthony, dès un très jeune âge, est excessivement dominant au foot. Finalement, tu quittes la ville de Québec à l'âge de 13-14 ans. On quitte la ville de Québec pour aller à Montréal. Tu fais les équipes du Québec à ce moment-là. Tu es invité à participer au Centre national de haute performance. Donc là, tu commences à jouer avec des joueurs qui sont les meilleurs au Québec, qui ont des aspirations comme toi de devenir professionnels et qui veulent jouer dans l'équipe canadienne. À quoi ressemble le niveau quand tu commences au CNHP? Est-ce que là, tu te rends compte que ça commence à être sérieux? C'est peut-être un jeu un peu différent. Ouais. Là, quand je suis arrivé au CNHP, c'est là que j'ai réalisé que la game a changé. Dans quelle mesure? Qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que moi. C'est ça la première chose que j'ai réalisé. J'ai fait, OK, là, je suis plus dans les tops. Là, je suis peut-être dans le top des moins bons. Moi, c'est comme ça que je me voyais. OK. Puis, je pense que c'est juste... J'étais là, fait que je continuais dans le programme. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi dans ce programme-là où ça n'a pas, tu sais, comme quoi? Top. T'es à l'école, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. C'était pas facile pour moi. Puis, il y a une période de temps où j'étais coupé du CNHP, où je ne pouvais plus m'entraîner au CNHP parce que mes notes, j'étais en retard à l'école. Les deux fonctionnent ensemble. Si les notes suivent pas, ils veulent pas que tu t'entraînes. Si les notes suivent pas, tu peux pas t'entraîner. Puis moi, les notes, ils suivaient vraiment pas, là. C'était tough, là. Puis, à un moment donné, ils m'ont juste dit, ben, check, tu peux plus t'entraîner. Puis là, c'est les amis, t'arrives à un certain âge où c'est l'adolescence, où t'es à l'école, t'es dans ton groupe. Puis moi, j'étais bien dans ça. Il y a un moment où je me disais, je sais même plus si c'est ça que je veux. Le foot. Exact. Puis, écoute, je sais pas si on va en venir là. Mais... On va en venir, mais peut-être parlons un petit peu de cette période-là, parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui que la carrière d'un athlète de foot, et on le voit avec les différents entretiens qu'on a avec les gens qui viennent sur le podcast, c'est pas une courbe linéaire. Bon. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend plus bas que jamais, et ultimement, peut-être qu'il va y avoir une ouverture et quelque chose va se dessiner. Quand tu dis que tu es coupé du CNHP, que tes notes t'empêchent de venir t'entraîner, on parle d'une période de combien de temps puis de quel âge? On parle quand même une longue période. Je te parle de peut-être un 3-4 mois. 3-4 mois? Où c'est... Oh, wow! Où c'est vraiment plus difficile, où je n'arrive pas à remonter mes notes, où je suis toujours dans une espèce de cercle vicieux où je ne m'entraîne pas, mais là, ça me fait chier pas m'entraîner, excusez-moi ce langage, mais non, c'est correct. Ça m'énerve, puis là, je performe pas mieux à l'école, ou c'est juste comme, OK, là, je sais plus vraiment si ça va se passer. Puis, il y a un facteur chance aussi qui rentre en jeu dans cette période-là, où on me réautorise à m'entraîner. Je travaille beaucoup. Je commence à travailler fort à remonter mes notes. Puis... mais tu as d'autres passions aussi à ce moment-là. Ouais. Parce que je me rappelle, on parlait, toi et puis moi, à peu près dans ces âges-là, on se voyait quelques fois.
un peu de musique, un peu de danse tectonique, c'est un peu à la mode à ce moment-là, je me rappelle. Non, mais t'étais très... Je pense qu'on va couper cette période-là de ma vie. Je pense qu'elle s'est effacée de mon cerveau. Elle n'existe plus. Ouais, non. Mais tu joues au hockey aussi. Mais je fais d'autres sports. Je suis quand même quelqu'un qui était athlétique. Bien sûr. Je le suis encore. Ben oui. Je parle, tu sais, j'étais pas mal bon dans tous les sports. Pour moi, c'était de regarder, OK, qu'est-ce que je veux faire? Parce que là, c'est l'âge où mon physique se développe, où je peux... J'ai toujours joué au hockey pour le plaisir. Jouer au football pour le fun. Puis là, je me dis, OK, est-ce que je continue dans le soccer ou je m'en vais faire essayer un autre sport? Littéralement. Tu fais quel âge à peu près? 15-16 ans? À peu près. Hey, c'est pour dire, et tu passes pro quelques années plus tard. Donc, littéralement, à 15-16 ans, tu poses des questions. Je suis même plus sûr que tu veux jouer au foot. Ouais, c'est comme, à cette période-là, il y a une période où je veux vraiment jouer au hockey. Non, j'en sais T'es bon? Je dirais pas que je suis bon maintenant, mais à cet âge-là, pour mon âge, j'étais quand même... T'avais un bon calibre. Ouais, exact. J'aurais pu jouer. T'sais, avec une formation, rentrer dans une équipe, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais c'est beaucoup de... Le hockey, ça coûte cher. Bien sûr. À cet âge-là, c'était pas nécessairement possible. J'ai fait du ski aussi. J'ai fait du ski quand même de haut niveau. Je faisais du ski de compétition, je faisais des compétitions de ski. T'avais beaucoup d'énergie encore dans l'adolescence. Je faisais tous les sports. Puis j'aurais probablement pu aller dans n'importe quel sport, sans me vanter, mais genre, avec une formation, j'aurais eu les capacités de jouer au tennis, je faisais pas mal de tout. À cet âge-là, je me demandais vraiment ce que je voulais faire. Je me disais, OK, est-ce que je continue dans cette voie-là ou je prends un autre chemin? Qu'est-ce qui était plus simple? C'était de continuer dans le foot. À ce moment-là, je ne sais même pas si je veux encore, mais je prends la décision de continuer dans le foot. Tu parles de facteur chance ici, qui, à mon avis, doit être intimement relié à ton retour sur les terrains, au CNHP. Tu essaies plusieurs sports, quelque chose se déroule, tu reviens. Parle-nous un petit peu de quel est ce facteur chance-là ici? Écoute, le facteur chance, je te dirais qu'il n'a même pas été juste à cet âge-là. Il y a aussi quand j'ai signé pro. Je pense que dans le foot, dans tous les sports, probablement, t'as beaucoup de gars qui ont du talent. Tu vois, moi, j'ai vu beaucoup de gars avoir beaucoup de talent, des gars qui étaient meilleurs que moi, pas avoir nécessairement la chance. Des fois, il faut de la chance. Il faut le timing. Des fois, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on ait besoin de toi ou que c'est ton tour de « OK, montre-nous ce que tu peux faire ». Puis ça, je pense que c'est quelque chose dans le sport qui est... oui, les gens vont dire « Oui, j'ai travaillé fort, je travaille fort ». C'est vrai que j'ai travaillé fort, mais il y a une période où je me rappelle aussi, j'ai pas cette chance-là, qu'il y a un gars qui se blesse à un certain moment, que j'ai peut-être jamais l'opportunité d'aller montrer ce que je peux faire. Fait que c'est ça que je te dis. À 16 ans, ce que je te parlais, c'était que il y avait les détections de l'Académie de l'Impact qui venaient au CNHP pour voir des joueurs. OK. Puis, c'est ça, il y a un match intersquad au CNHP que je suis pas vraiment supposé participer. Probablement à cause de mes notes ou de la scolarité, ça va pas trop bien, mais que je finis par participer à ce match-là, puis je marque 3 buts. T'es sérieux? Exactement. Et puis, ça faisait combien de temps que tu t'étais entraîné à ce moment-là? Tu venais de revenir dans le groupe un peu? Écoute, je pourrais pas dire ça faisait combien de temps, mais ça faisait pas longtemps. Donc, t'es en dehors du groupe pendant plusieurs mois, tu reviens, exact. Il y a un match. Puis... C'est ça. C'est quand je te dis, moi, j'y crois à ça, puis je l'ai vécu. Puis, je me dis, ce moment-là a peut-être changé ma vie. Mais je te pose une question. Je te connais depuis un bon bout de temps, puis tu parles de chance, que tu as marqué 3 buts, mais après, tu as marqué des buts avec l'Impact aux dernières minutes, puis tu le fais plusieurs fois. Est-ce que c'est vraiment de la chance ou c'est juste que toi, ce moment-là, il y a quelque chose qui déclic dans ta tête? Je ne dirais pas que les buts, c'était de la chance. Je te dirais que le timing, que tout ça arrive en même temps, où je ne suis pas supposé vraiment être là, où je suis plus supposé être là, où il y a des gens dans l'organisation du CNHP qui me veulent plus là. Ça fait longtemps. Je te demande, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, on ne sait pas. Littéralement. Je me suis fait couper d'équipe 3A, de Laval, conquérant de Laval, dans ce temps-là, où je me fais couper, puis je suis au CNHP. Je suis dans un... Tu comprends? Je suis dans une position qui est un peu bizarre. Puis là, je me dis comme... Tu sais, ça marche pas, mais là, il y a d'ailleurs Philippe Lafroy, qui est la personne en charge de l'Académie à cette période-là, qui vient me voir après ce match-là, l'intersquad où on joue. Puis je m'arrive, puis il me dit, écoute, je vais être honnête avec toi,
tes coachs, ils me disent de même pas te regarder, de même pas... C'est comme si je suis même pas dans les plans. On te considère pas. Mais moi, ce que je viens de voir, c'est que c'est pas vrai, c'est faux. Fait qu'il me dit, à partir de maintenant, tu vas être avec moi. Puis là, moi, je suis comme... À l'académie. Ouais, je suis comme... The fuck? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est là que lui, il réussit à me remettre comme un méga boost de confiance. Où là, après ça, c'était... On dirait Il fallait juste quelqu'un qui me le dise. Qui te le dise. On dirait que Philippe, et plusieurs personnes sont venues nous parler de Philippe. Il y a eu Vandril, il y a toi maintenant, il y a Jason Beaulieu également qui nous ont parlé de lui. Il y a quelque chose qui est capable d'injecter en termes de confiance à des joueurs. Moi, je te dirais que c'est une des personnes qui a le plus influencé ta carrière. Ma carrière, 100%. Tu sais, t'as Fergus, Olivier, qui était plus quand j'étais jeune. Mais à cet âge-là, je me rappelle, j'ai Patrick, qui est mon coach à Concordia. Ou pas Concordia, l'école, mais le club. Le club, ouais. Qui réussit à vraiment me mettre en confiance. Puis t'as Philippe Lafroy, qui dit « Je vois quelque chose ici ». Puis comme, il voit quelque chose que moi, je vois pas. Oh wow. Exact. Puis moi, je me dis comme... Puis il a été vraiment patient avec moi. Parce que même 5 ans après, tu sais, je rentrais avec lui à 16 ans. 16 ans. Je pense que j'allais avoir 17. Je crois pas, là. Tu crois pas? Puis lui, il me remet toujours en... Est-ce que tu réalises que si cette vitesse-là, ce talent-là. Je prenais pas soin de mon corps, je me blessais. Puis là, lui, il me dit, écoute, à un moment donné, il vient me voir, puis il me dit, les pros ont demandé pour toi, pour le camp d'entraînement, mais t'es blessé. Mais tu l'aurais fait. Puis ça, j'avais peut-être 18. C'est allé très l'année d'après, ça se passe la même chose. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a un déclic où je fais comme, OK, là, il vient me voir, puis on parle plus sérieux, puis là, il demande pour toi, là. Fais quelque chose. Puis là, c'est là que je réalise que, OK, ils me veulent. Ouais. C'est comme si avant, je me disais comme, ça va pas marcher. Donc, le déclic, on dirait, il y en a eu plusieurs, mais le premier, c'est vraiment ce match intersquad avec l'Académie de l'Impact. À ce moment-là, Philippe Lafroy te détecte, tu viens par la suite subséquemment avec l'Académie, tu t'entraînes avec eux, quelques mois, quelques années. À quelle vitesse ça va entre le moment que tu t'entraînes avec l'Académie et il y a certaines personnes du groupe pro qui posent des questions? C'est que ça prend quand même du temps. Je rentre là, comme je te disais, 16-17, puis ça se passe pas jusqu'à temps que j'ai 21. OK. Puis à 21, c'est pas mal ma dernière année, c'est ma dernière chance. Je commence à être dans les plus vieux à l'académie. Puis à ce moment-là, ben c'est ça, il y a un blessé. Il y a un blessé chez les pros. Puis... tu te rappelles le nom? Ouais. Santiago. Je ne me rappelle pas son... Je sais pas si c'était un nom de famille. Santiago. Ouais. C'est un Uruguayen, je pense. OK. Il se blesse. Il y a une ouverture. Puis je suis là. Puis à ce moment-là, je performe. Je marque des buts. Dans ce qu'on veut voir d'un attaquant. Dans un match inter-équipe, encore une fois? Non, ben j'ai eu dans ce temps-là, il y avait MLS Reserve. OK, ouais. Ça n'existe plus maintenant parce qu'ils ont bâti des académies et tout, mais avant, il y avait MLS Reserve où c'était des matchs qui étaient après les matchs des pros. Souvent. Puis on joue un match contre Red Bull. Puis j'en marque. Je joue en 10. Ils me mettent en 10. Puis moi, je connais. Qu'est-ce qui se passe? Puis je finis par marquer, je pense, j'en marque 3. Ouais. En match MLS Reserve. Là, je me rappelle plus mettre 2 ou 3 en match Reserve. Puis là, ça ouvre des yeux. C'est comme, OK. C'est qui lui? Tu sais, le niveau entre MLS Reserve puis la MLS, il y a quand même une coche, mais la coche n'est pas tant. C'est pas. Fait que marquer 3 buts là, je pense que ça m'a donné quand même une bonne visibilité dans le club. Puis là, à partir de là, c'était juste OK. Ça, faut enchaîner. Puis là, je jouais bien, je marquais des buts aux entraînements, je marquais tout le temps des buts. Puis c'est ça, à un moment donné, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit meeting demain matin. Ouais, comment ça se passe? Vandril nous disait que ça s'est fait à l'aéroport. Nick DeSantis vient le voir, lui dit il faut qu'on parle. Quand tu reviens à Montréal, tu vas recevoir un email avec une offre formelle. De ton côté, comment ça se passe, ça? Moi, c'est, si je me rappelle bien, c'est. Je vais oublier son nom. Mais c'est dans le cadre de entraîneur des gardiens dans ça, je pense. Youssef? Non. Non? T'étais déjà à Vancouver à ce moment-là. Un ancien gardien de l'Impact. Un ancien gardien.
Je suis un blanc, là. Ouais. Mais il vient me voir, puis il me dit si tu peux venir dans mon bureau après l'entraînement. Je suis comme, OK. Donc, après un entraînement. Moi, dans ma tête de pessimiste, je me dis, bon, je retourne m'entraîner avec l'académie. Puis là, il me dit, ben direct, là. Je m'assois, il me dit, bon, demain, tu vas signer. Là, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il dit, amène ta mère, appelle ta mère, dis à ta mère de venir, demain, tu vas signer. Ouais. Puis tu vas t'entraîner, tu vas être avec le groupe pro à partir de maintenant. Puis là, ça fait comme... Et parlons-en un petit peu de ta mère qui a été là. Je la connais. Ben oui. Pour les gens qui ne le savent pas, je pense qu'elle a eu un impact incroyable sur toi. Elle t'a suivi. Ouais. Vous étiez dans la ville de Québec ensemble. Ouais. Tu fais le Centre national d'autres performances. Elle aurait pu te laisser aller comme tous les autres joueurs. Non, elle décide de déménager avec toi. Ouais. Au-delà de quelqu'un qui devait être fier le 1er août 2014, moment que tu signes pro, elle, comment elle réagit? Pour elle, c'est comme un accomplissement aussi. Parce qu'elle a mis tellement de temps. Elle a mis tellement de temps, tellement d'efforts, tellement d'énergie, des voyages aller-retour, Montréal-Québec, comme on en a fait beaucoup. Là, beaucoup, hein? Beaucoup. Puis c'est sûr que sans elle, jamais j'aurais été là. C'est jamais. T'sais, elle, quand on est parti de Québec, il y avait 2 gars qui étaient avec nous, Dom puis Shadrach. Ouais. Que je salue d'ailleurs. Ouais. Mais qui étaient avec nous, puis on habitait les 3 ensemble. Puis c'est ma mère qui s'en occupait. Puis c'était vraiment... Ça l'a mis beaucoup. Puis ça, ben, je vais toujours être reconnaissant pour ça, là, d'avoir eu cette chance d'avoir quelqu'un qui me suit comme ça. C'était top, ouais. Parle-nous un petit peu de ce moment-là. Donc, je le répète, 1er août 2014 que tu signes. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a une soirée, il y a un souper, il y a des moments d'émotion. On se rappelle de tous les sacrifices qu'on a fait pour y arriver. Ouais, ben ça va vite parce que j'ai pas le temps de réfléchir parce qu'on joue le lendemain. Puis tu joues. Puis je joue. Ils te font rentrer dans ce signe. Ouais. J'ai pas le temps de célébrer. J'appelle mes amis pour leur dire. Ouais. Puis that's it. Mais ouais, le lendemain, on joue contre Toronto. Tu sais. Ouais. C'est pas un petit match. C'est quand même un gros match. Puis je rentre, puis à ce moment-là, je vois rien. Quand je rentre sur le terrain, c'est comme si tout est embrouillé. Parce que c'est pour moi, la veille, je suis encore à l'académie. Là. La veille, dans ma tête, ils vont pas à l'académie. Puis là, ça va trop vite. Puis là, je passe à ça de marquer en plus. Là, après ça, c'est comme je prends la semaine pour genre réaliser ce qui se passe. Ouais. Mais sur le moment, je catch pas. Là. Tu comprends pas. Tout. Toi, que quelques années plus tôt, tu voulais arrêter le foot. Quelques années plus tôt, je vais arrêter le foot. Pas juste une fois. Ça arrive plusieurs fois où j'ai eu des moments de... Ben, je pense que ça arrive dans la carrière de tous les joueurs où il y a des moments où c'est comme... je sais pas si c'est fait pour moi. Mais, ouais, à ce moment-là, je suis comme... Oh, ça va vite. Puis, moi, à 21 ans, je suis aucunement mature. Aucune maturité. Je suis encore un kid. Puis... un kid qui est pro. Un kid qui est pro, mais, tu sais, veux pas, là, c'est devenu ma réalité. Ouais. Fait que là, je dois deal avec, puis genre, comme là, c'est ça, là. Tu sais, c'est pas, tu retournes pas à l'académie, là, t'es rentré pro, puis là, c'est ça, faut travailler, puis... Ça a pris quelques temps avant que tu te mettes de l'avant, on en parlera bientôt, les événements marquants, mais entre le moment que tu signes en 2014 et ton premier but qu'on parlera dans quelques minutes, le 12 mars 2016, comment ta vie change? Qu'est-ce qui est différent de ce qui était par avant? Est-ce que tes habitudes, comment tu prends soin de ton corps, ce que tu mets dans ton corps, ta relation avec peut-être tes amis, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Je te dirais, pour être franc, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre c'était quoi être pro. Puis c'est peut-être quelque chose que j'avais compris plus tôt, ma carrière était complètement différente, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Quand je te parle de temps, je ne parle pas de semaines et de mois, des années. Peut-être que tout aurait été différent. Il y a beaucoup de gars qui m'ont dit, faut que tu focuses. Si tu focuses, tu as peut-être la chance de faire quelque chose de gros. Puis à cette période-là, on dirait que c'est comme si je le réalisais pas, puis t'es dans le bain, t'es dans le jus, c'est pas... mentalement, je réalise pas trop que je peux faire quelque chose de grand. J'ai encore cette vision, OK, là, je suis arrivé à l'Impact, j'ai signé pro. C'est où? Je l'ai faite.
Ce qui est complètement faux. C'est que le début. C'est que le début. Mais ça, on me l'avait dit, Philippe me l'avait dit, mes coachs me l'avaient dit, ils m'ont dit, c'est le moment où tu signes. C'est pas le moment où tu as réussi. C'est le moment où c'est là que ça commence. Ouais. C'est là où tu dois travailler encore plus fort. C'est une confirmation. Exact. Puis ça a été quelque chose qui a été trop long pour moi à comprendre. Donc, et j'ai pas envie non plus de mettre des mots dans ta bouche, mais peut-être un peu un manque de sérieux premiers mois, premières années. 100%. 100%. Puis. Est-ce que c'est un manque de sérieux intentionnel ou c'est juste parce que tu t'es pas rendu compte? Exactement. Tu te rends pas compte de ce qui doit être fait. Puis je me rends pas compte de ce que je peux faire. Ah. C'est ça aussi. Moi, pour moi, dans ma tête, je suis quasiment capé. Puis si si j'en donne plus, bon, peut-être on sait pas qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui, mais je pense que j'aurais peut-être faire quelque chose de plus gros. Ouais. Intéressant. Bon. Tout de même, il y a des choses assez intéressantes qui se sont déroulées. 12 mars 2016, au Stade olympique, je me rappelle, j'étais au match. L'Impact amorce sa saison. Vous menez 2-0 à la fin du match. On te fait rentrer sur le terrain à la 90e minute. Et comme de fait, ça prend 1 minute, tu marques. Ouais. Vous gagnez 3-0. Je me rappelle, on avait passé un peu de temps après le match, mais à ce moment-là, comment tu te sens? Parce que je me rappelle, tu étais assez fébrile. Tu comprenais pas trop ce qui venait de se dérouler là. Écoute, c'est comme je te dis, tu rentres à la 90e pour closer un match, c'est sûr que tu veux marquer. Ben oui. 100%, c'est ça que je veux faire. Mais que ça arrive, tu sais, les chances. Tu rentres à la 90e, là, tu sais, c'est pas. T'as 4 minutes, là. Tu parles de quoi? Littéralement. Puis, tu sais, je mets une pointe, là. Ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle aussi. Ouais. Puis, tu sais, ça pointe, puis là, c'est au Stade olympique. Nombre de fois que je suis allé voir l'Impact. Il y a beaucoup de monde, là. Du monde. Puis là, c'est les fans qui crient ton nom, puis là, c'est tout le monde. Là, t'es comme le. Sur le moment, t'es comme la star, là. T'es marqué 90e. Fait que ouais, c'est beaucoup d'émotions. Mais comme je te dis, après, t'es quand même rentré, t'as joué 4 minutes. Hein. Ouais. C'est bizarre, là. T'es pas fatigué, tu suis quasiment pas. Mais tu marques. Tu marques. Ta carrière. Puis là, t'es invité dans des entrevues. C'est lancé, là. Parce que là, après, on doit commencer à dire un petit peu plus ton nom. Peut-être tu commences à te faire reconnaître. Comment tu sens un peu que les choses changent après ce premier but? Comme tu dis, je commence à me faire inviter sur des émissions de télé, des affaires comme ça. Mon nom commence à beaucoup plus circuler. Puis là, c'est ça, je me fais reconnaître un peu partout. Faut que je fasse attention plus à comment j'agis en public, tout ça. Puis ça commence à être... Peut-être même les gens autour de toi, j'imagine. Faut que tu fasses attention à qui tu t'entoures. Aussi. J'ai pas mal gardé le même cercle d'amis depuis que je suis arrivé à Montréal. Je suis arrivé à j'ai eu des nouveaux amis et tout, mais je suis pas quelqu'un qui va... J'ai les mêmes amis solides depuis. Ton cercle est resté serré. Mon cercle est resté serré, puis c'est ça, ça a été... Ça n'a pas été trop dur à gérer, ça. Parlons de l'année 2017. C'est celle de l'éclosion. Pendant la saison, tu auras disputé au total, toutes compétitions confondues, 23 matchs avec l'équipe. Tu marques 10 buts, toutes compétitions confondues. Le plus impressionnant provient du fait, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, que tu joues des fins de match, des 15, des 20 minutes. En analysant en profondeur, et c'est là que ça devient excessivement intéressant, on peut voir que tu inscris en moyenne un but toutes les 113 minutes. Ce qui fait de toi un des joueurs les plus performants du circuit, meilleur que David Villa et d'autres joueurs qui sont dans la MLS à ce moment-là. Avec du recul, qu'est-ce qui a fait en sorte que 2017 a été l'année que tu as autant performé? Est-ce que à ce moment-là, c'est là que tu as compris comment vraiment devenir un pro? J'étais beaucoup plus sérieux à cette période-là. Mais ça a été une année qui a été autant à l'air d'avoir été belle. Ouais. Ça a été l'année probablement la plus difficile. Parce que de faire ça, pour moi, de jouer, de marquer des buts comme ça, d'avoir ces stats-là, de voir les médias qui mettent ces stats-là, qui comparent mon temps, but, temps, dans les journaux, sur des pages, sur Internet, c'est comme pourquoi je joue pas plus. L'injustice que tu sens à ce moment-là? Un peu d'injustice, un peu de politique, que certains jouent parce que faut qu'on les fasse jouer. Mais
c'est ça, ça a l'air d'une année qui est malade de l'extérieur. Mais dans ma vision à moi, cette année-là, c'est l'année la plus tough. Parce que je suis comme, OK, là, je suis en train de performer. Mais oui, on me fait rentrer à 70e, à 80e, mais pourquoi on me donne pas un start? Ou pourquoi quand on me donne des starts, c'est parce qu'on reste tout le monde. Puis, est-ce que tu as eu des communications avec le coach, avec le directeur sportif à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai des communications pas mal avec les coachs et tout, puis c'est pas mal continuer à travailler, puis arrête pas. C'est ça le... C'est quoi les raisons derrière tout ça? Écoute, les raisons, comme je te dis, il y a probablement beaucoup de politique où c'est un joueur que tu payes tant qui joue, tu sais. Puisque à la fin, bon, c'est pas mes choix, mais c'est tough. C'est tough à vivre parce que tu sais, puis tout le monde dans ton entourage le sait, tout le monde, les médias viennent te voir, tout le monde vient te voir après les matchs. T'as les gars de Radio-Can, Développement qui viennent te voir, puis ils savent. Le monde sait que tu devrais jouer plus, mais tu joues pas plus. C'est tough. Puis c'est comme, baisse la tête, puis continue à travailler, puis... Ben, c'est quoi qui te vient en tête à ce moment-là? Est-ce que tu veux forcer les choses? Est-ce que tu penses peut-être même à un transfert? Parce que c'est beau de travailler, mais je veux dire, le travail va venir... Un attaquant est là pour marquer des buts. C'est ça. Si un milieu de terrain ne travaille pas assez, on va être capable de le comprendre assez vite. Mais un attaquant, il faut qu'il travaille, certes, mais il faut qu'il marque des buts. C'est ça. Donc, moi, je me disais, tu sais, si je marque des buts, j'ai pas de raison de ne pas jouer. Oui. À la fin, Donc, quelles sont les analyses, les réflexions que tu fais, les prochaines actions que tu veux poser? Je me dis, orgueilleux comme je suis, je me dis, je veux partir. Ah. Ouais, est-ce que c'est devenu sérieux avec le club à ce moment-là? Il n'y a pas de discussion avec le club. C'était plus moi, mon agent, mes amis, ma famille, je discute, puis le monde me dit, tu dois partir. Le monde me dit, tu dois partir. Ça va pas se passer. Si ça se passe pas maintenant... Parce que tu as quand même 23 ans à ce moment-là. Tu t'arrives tranquillement au pic de ta carrière. Si c'est pas là, passer en Europe ou aller ailleurs, mais là, rendu à 25, ça va être plus compliqué en n'ayant pas joué. Ouais. Tu restes un remplaçant. Fait que là, je me dis, OK, je fais quoi? Est-ce que je m'en vais? Au fond de moi, je veux pas y aller. Je veux pas partir ailleurs. Genre, je veux vraiment pas. Mon club de cœur, ça a toujours été l'Impact. J'ai grandi en regardant l'Impact. J'ai toujours voulu jouer là, puis j'ai voulu être à mon meilleur là. Fait que je me dis, tu sais, peut-être y donner encore 2 ans. C'est à ce moment-là que je décide de re-signer avec l'Impact ou j'ai d'autres options ailleurs. Mais comme je te dis, je me vois pas partir. C'est un move que je me vois pas faire à cet âge-là. Je me dis, tu m'aurais mis, mettons, tu m'avais mis à 18, 19, puis là, tu me dis, OK, t'es prêt pour un départ en Europe. Là, je te dis peut-être, on y va. Mais rendu à 23, je me disais, je veux finir ça ici, je veux continuer ici, je veux jouer ma carrière ici. Je comprends. Puis je veux être à mon pic ici. T'sais, je veux que quand j'explose, c'est là. C'est à Montréal, puis c'est dans ma ville. Puis ce qui est une décision que beaucoup de gens vont dire comme, OK, c'est con. Là. Tu avais la chance d'aller ailleurs. Mais à ce moment-là, mon état d'esprit, c'est vraiment de le faire ici. Je crois. Tu as peut-être des moments plus compliqués l'année 2017, mais bon, je pense que tu as des moments assez exceptionnels. C'est une belle année, là. Je suis en train de dire que c'est... Les buts non, c'est une belle année, mais mentalement, tu sais, il y a ce que tu montres, il y a ce que tout le monde voit, puis après, quand tu es tout seul chez toi, devant ton miroir, qu'est-ce qui se déroule pour moi? Tout seul, c'est différent. Là. Donc, comme je l'ai dit, Anthony a marqué beaucoup de buts pendant l'année 2017. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, ce que je vais faire en ce moment, c'est présenter Anthony en vidéo de 2 minutes, les buts qu'il marque. Puis je veux qu'on discute un petit peu après de ces différents buts-là. Ça, c'est peut-être un des plus beaux. Là. Celui-là, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était de la chance. Donc, on va juste essayer un petit peu. On va juste essayer de situer un peu les gens qui nous écoutent. C'est le but contre Atlanta. Le match est égal jusqu'à la 93e minute. Anthony reçoit, et d'ailleurs, pour les gens qui écoutent le podcast sur YouTube, on mettra un extrait. Anthony reçoit un ballon, il est dos au but, à l'entrée de la surface de réparation, frappe du talon.
ça se retrouve dans le petit filet. Écoute, c'était... Tu sais, quand je te dis que je voulais jouer au hockey, là, celui-là, c'était... Je l'avais vu venir, là. C'était... C'était dans ta tête, ça. Ouais, tu fais juste la toucher. Donc, parle-nous un petit peu de l'instinct du buteur ici, parce que 9 joueurs sur 10 reçoit le ballon, il va peut-être essayer de contrôler, leur passer le ballon. Mais moi, toi, tu fliques ça avec ton talon, là. Il tire, frappe sèche au sol, mets ton pied, touche là. C'est vraiment un thinking genre... OK. OK, là. Vraiment. Genre, c'est con, mais c'est ça que je pense à ce moment-là. À ce moment-là. Puis je me dis genre, mets ton pied, puis touche là. Parce que si le ballon s'en va là, le gardien part là, t'as touche. C'est terminé. Il est battu. Puis vous gagnez le match 2-1. Après, ouais, on gagne le match 2-1. Mais je te dis pas que c'était meant to la rentrée poteau intérieur. Puis, mais le but, c'était de la toucher pour... Ouais. Mais c'est ça que je veux ramener quand tu disais tout à l'heure de la chance. À un moment donné, t'en as fait souvent il y en a souvent des moments comme ça. Donc, c'est plus tellement de la chance. On va continuer un peu le vidéo. Donc, on a ce fameux but-là. Célébration avec l'équipe au Stade Saputo, en plus, à Montréal. Un but exceptionnel. Non, mais c'est très, très bien travaillé. Ah oui, ce match-là. Ça, on va regarder ça ensemble. On va juste revenir un tout petit peu. Alors, ça. Le match contre Philadelphie. Ça, c'est un match assez exceptionnel. Perdez 3-1, 69e minute. Ouais. Tu reçois un centre excessivement bon du côté gauche. Le centre est parfait. Mais le centre est parfait, mais la tête est parfaite. Deuxième poteau que tu la dévies. Oui, mais je mets ma tête dessus. Mais le centre, il fait tout le travail pour... le centre fait tout le travail. Bon, là, tu mets ta tête, puis c'est mais je trouve que c'est un de tes plus beaux buts quand même cette année-là. Avec la tête comme ça, de la manière qui est frappée. Plus tard dans le match, je pense 10 minutes plus tard, tu prends un retour de beauté. Ouais. Finalement, ça finit 3-3 le match. 2 buts, puis tu étais rentré. Est-ce que tu avais commencé ce match-là? Je pense que tu étais rentré. Je suis rentré. Je pense à la 70e. Oui, tu rentres quelques minutes avant, tu marques 2 buts, vous finissez 3-3. C'est à cette période-là que je te dis que je commence à me dire comme, OK, mais pourquoi comme j'en ai marqué 2, là. Qu'est-ce qui se déroule? Oui, exact. Prochain but, Columbus. Encore une fois, c'est au Stade Saputo. À ce moment-là, je pense que vous perdez 2-1 contre Columbus à la 77e. Tu reçois un ballon sur un coup franc, deuxième poteau. Tu arrives avec la tête complètement oubliée. Renard des surfaces ici. Là. Écoute, ça, c'est... Je me dis, le ballon va passer. Et en plus, à aucun moment, je me dis... Le ballon dévie avant. Oui, parce que tu ne veux pas être dans la position où tu dis... Où tu réagis parce que le ballon est passé, puis tu dis, si je l'avais cru, qu'il passe. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il passe parce qu'il y a 6 défenseurs. Bien sûr. Qui passent par-dessus tout le monde. Tu dis, quelqu'un va la toucher. La personne la touche. Puis je dis, t'imagines, t'arrives dans la situation où tu n'y crois pas. Ah non. Puis il passe. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Et peut-être un dernier que j'aimerais te montrer. Je vais avancer un petit peu ici. Ouais, c'est celui-là ici. Orlando. 84e minute. Toujours au stade. Toi, de jouer devant les partisans, t'aimes ça. Donc, on reçoit un ballon en profondeur. 1-1, 84e minute contre Orlando. Frappe croisée, deuxième poteau. 2-1. Ouais, celui-là, c'était vraiment genre frappe au deuxième poteau. Puis là, en même temps, je me fais pousser. Fait que là, la frappe est comme... Exact. Elle part pas parfaitement. Mais le gardien, elle s'en va où je veux qu'elle aille. Elle s'en va au deuxième poteau. Elle s'en va être en croisée. Puis le gardien, lui, il se dit, ben là, l'angle se ferme. Il va pas tirer le deuxième poteau. Ouais. C'est ça. Ça passe, puis... Le but que tu as le plus aimé pendant cette saison-là? Meilleur souvenir après avoir marqué un but pendant 2017? Je sais pas si c'était cette saison-là, mais je te dirais, mettons, mon but préféré, c'est le but que j'avais marqué, je pense, c'est la première action du match. Oui. Oui. Je finis pied gauche. Oui. Pour moi, c'est quelque chose que je m'attendais jamais à faire. Je fais ça, puis sur le moment, je suis comme, oh shit, qu'est-ce que j'ai fait ça? Puis je m'imagine aussi, je pense à mes amis, je pense à tout le monde, c'est pas mon genre d'aller mettre un petit pont, faire un temps. T'es plus un attaquant de surface, tu reçois le ballon, tu marques. Une touche, frappe, tête. Puis là, quand ça arrive, je suis comme... Petit pont. Ouais, c'est ça. On va en parler aussi après, ouais. Oh, wow. Ouais. Celle-là, c'était comme mon... Ouais.
Ben, même si ça s'est peut-être pas déroulé comme tu le voulais en 2007, c'est des souvenirs qui vont rester avec toi toute ta vie. Toute ma carrière, c'est des souvenirs qui vont rester toute ma vie. Après, quand on rentre plus en profondeur, quand on rentre du pourquoi, oui, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles, mais le overall, ça reste une expérience qui a été incroyable. Incroyable. Et peut-être on revient un peu à cette saison-là. C'est une saison pleine, tu marques, tu fais des passes décisives, tu es impliqué. Malheureusement, tu ne joues pas autant que tu voudrais, mais quand tu joues, tu es excessivement décisif. La fin de l'année, tu es sans contrat. Tu arrives en renégociation. Oui, tu décides de renouveler avec l'Impact. Je pense que eux, de leur côté, ils veulent te garder. Comment se déroulent un peu les négociations, de ce que tu peux nous dire? Écoute, c'est une négociation, c'est autour du coût du montant. On va se cacher. Puis moi, cette période-là, je considère que je mérite un certain montant. Eux m'offrent un autre montant. Puis là, est-ce que vous êtes loin au début, très loin? On est quand même loin. Pas loin, mais on est pas au même endroit. Pas sur la même page. Puis, bon, là, moi, je regarde mes autres options ailleurs, mais comme je te dis, à aucun moment, j'ai voulu partir. Fait que moi, au fond de moi, je me dis, j'aimerais ça qu'ils acceptent, puis qu'ils vont s'entendre, puis que ça continue. Tu voulais pas partir? Je voulais pas partir. Mais j'ai pas le choix aussi de me dire, ben là... C'est de respecter. C'est ça. S'ils veulent pas venir plus proche, puis qu'ils sont... Ben là, on va devoir regarder ailleurs. Ça a été long? Ça a pris du temps. Ça a commencé quand aussi? Est-ce que ça a commencé juste à la fin de la saison? Pendant la saison, déjà, il y avait des discussions entre tes agents et le club? C'est déjà pendant la saison. Vers la fin de la saison. De toute façon, les médias allaient jouer contre eux s'il n'y a pas. Là, tu exact. Tellement de buts. Il y a aussi, de mon côté, un peu de fébrilité que je me dis, OK, est-ce que je suis prêt à stand mon ground puis qu'à la fin, ils disent non? Ou je descends un peu puis on va chercher qu'est-ce que moi je veux, qui est de rester ici? Ou je suis tellement... entêté que je suis prêt à... Mais ça, corrige-moi si je me trompe en tout, mais c'est le travail de l'agent ici. Là. C'est peut-être ton travail de faire, cette négociation. Oui, c'est le travail de l'agent, mais mon agent, à cette période-là, il n'y a aucun tact. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas ce qu'il faut. Puis c'est quasiment moi qui dois... Ah, c'est toi qui fais c'est toi qui lis les négociations. OK. Parce que... Ouais. Peut-être une leçon ici, hein? Peut-être. Mais bon, bref, c'est une personne avec qui j'ai plus contact trop, mais ça a peut-être été une erreur dans mon parcours. Quel était l'enjeu ici? Puis bien entendu, on nommera pas la personne, mais est-ce qu'on parle d'un manque d'expérience? Clairement, un manque d'expérience, beaucoup trop de confiance de ma part. Peut-être un peu naïf. T'as trop délégué. Peut-être où j'ai trop délégué, puis trop... fermer les yeux, puis j'aurais peut-être pu choisir quelqu'un d'autre avec un peu plus de... Tu penses que la différence de montant aurait été importante? C'est pas juste sur le montant, c'est sur la représentation de c'est ça, c'est pas mal du overall. L'expérience aussi. C'était quelqu'un avec plus d'expérience. C'était quelqu'un qui avait mon âge. Oh. Donc, c'est ça. C'est jeune. C'est jeune. 23, 24 ans à ce moment-là. Si je prends du recul, je me dis, bon, j'aurais peut-être dû aller avec un... Mais en même temps, dans ce monde-là, c'est tough de trouver quelqu'un qui va pas être là pour prendre l'avantage de toi. C'est pour ça que je conseille beaucoup aux jeunes de vraiment bien choisir. Parce que il y a des joueurs qui se font avoir. Là. Ouais. Moi, je me suis pas fait avoir dans ce sens-là. Mais c'est pas un monde qui est tout rose. Là. Anthony, hier, je parlais avec Vandril, puis il me parlait que son meilleur moment avec l'Impact, c'est l'époque Drogba. Il me parlait que vous étiez un petit cercle de gens qui se tenaient ensemble, autant aux entraînements qu'à l'extérieur de l'entraînement. Je pense qu'il y avait toi, Vandril, Assoun, Didier, Oyongo, je pense également. Bref, 5-6 joueurs que vous teniez beaucoup ensemble. Ça peut être un ami à l'extérieur, mais j'imagine sur le terrain, pour toi, tu ne devais pas en revenir. Là. Tu jouais avec Didier Drogba. Ouais, c'était spécial. C'était spécial. Parle-nous un peu de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont... Vandril le vécu, il nous parlait de ça. À l'entraînement, il défendait contre lui, c'était pas facile. Mais là, toi, littéralement, tu es au début de ta carrière. On parle de 2015-2016, donc ça fait à peine 2 ans que tu étais avec l'Impact. Tu viens d'arriver. Là, tu peux voir devant toi un des meilleurs attaquants de l'histoire, peut-être
un des meilleurs attaquants de la première ligue qui a joué, une finition incroyable. Comment il est capable de t'inspirer? Comment il est capable de t'aider? C'était inspirant, c'était intimidant aussi. J'imagine. À quel niveau tu sens qu'il y a une différence? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ouais. C'est pas cacher ça, là, je vais pas me cacher. C'était quelque chose. C'était 2 niveaux complètement différents. Là. C'était pas, même pas proche. Là. C'est la technique de frappe, la puissance, juste la puissance. Ouais, son corps, c'est ce que Vandrel nous disait. Impossible il est capable. À bouger. Impossible à bouger. C'est quelque chose que là, c'est un peu à ce moment-là que j'ai compris, OK, comme c'est ça. C'est ça un attaquant genre de Premier League, puis genre, tu sais, de ce niveau-là. Mais, tu sais, il m'a montré beaucoup de choses. As-tu des anecdotes pour nous? Je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Autant hors que sur le terrain. Tout le temps, parce que, tu sais, j'ai de la misère avec ma première touche. Beaucoup de misère avec ma première touche. Il me disait, prends une planche de bois, tape le ballon sur la planche, fais des premières touches, juste ça, fais des premières touches. Même au niveau finition, comment placer mon corps. Il m'aidait vraiment beaucoup avec ça. Puis c'était vraiment quelqu'un qui était là pour redonner. Ouais. Il était là à ce moment-là dans sa carrière, lui. Là. Ouais, il était. En tant que mentor, un peu. C'est ça, je pense que oui, il était aussi là pour gagner des trucs. Mais il n'a jamais été. On n'a jamais senti qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre, alors qu'il aurait pu dire, tu sais, moi, je suis Didier Drogba, puis, tu sais, garde tes distances. Mais il a toujours été vraiment, genre, humble, puis toujours là pour les autres joueurs, des conseils, puis aider, puis ça, c'est quelque chose que, pour moi, ça montre quel genre de personne c'est. C'est quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons. Puis également, en dehors du terrain, vous passez du bon temps ensemble. Est-ce que ça devient un peu un ami? Ben, tu sais, oui, ami, mais il y a une différence quand même importante. Puis à ce moment-là, oui, je suis parti un peu du groupe, mais un peu genre, c'est pas trop, parce que justement, il y a cette différence où il veut peut-être pas nécessairement influencer un jeune ou, tu sais, mettons, aller au resto avec un jeune ou comme ça dans l'équipe. Mais ouais, je sens qu'il m'apprécie bien ou qu'on a une certaine bonne relation. Je me rappelle une fois qu'il était débarqué chez nous, puis j'ai mes amis qui sont là puis qui comprennent pas ce qui se passe. Attends, t'es avec tes amis, qu'est-ce que vous faites, vous? Je vois, parce que dans le fond, anecdote vite, là, on habitait quasiment en face au centre-ville. OK. Puis une soirée où je pense qu'on allait manger, on allait souper. Puis je lui dis, passe à la maison avant. Puis il rentre avec un de ses amis chez nous, mais mes amis sont là, puis ils savent pas. Ils comprennent pas. Ils savent pas, puis ils comprennent pas. Puis là, les yeux, en fait, genre, tu sais, ça a été genre, wow. Il rentre, tu sais, grand bâti, il rentre. Puis là, ah ouais? Ouais. Puis là, il y a un charisme, là. Au début, je pense que j'ai vu dans leur face qu'ils étaient même pas sûrs si c'était lui. Ils faisaient comme, qu'est-ce qui se passe? Lui, il vient tranquille un vendredi soir. Ouais, puis... c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que sinon, c'était... Didier, j'ai rien à dire. Ça a toujours été un modèle, puis il a toujours été top. Est-ce que c'est lui que tu serais prêt à dire qui t'a montré c'était quoi qu'il fallait faire quand on était professionnel et qu'on veut rester un professionnel de haut niveau? Je me rappelle d'une chose qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, tu peux changer ta vie. Tu prends 6 mois que tu fais juste ça. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours aimé la vie. J'ai aimé ça. Tu sais, après les matchs, j'aimais ça sortir. Les gens savent, je le cache pas. J'ai toujours aimé ça, faire la fête. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, être out there. Puis, à cette période-là, lui, il voit ça. Puis, il me dit, tu sais, tu peux changer ta vie en 6 mois si tu fais juste prendre 6 mois où tu focuses. Puis ça, moi, j'ai toujours fait ce que je devais faire bien. J'étais tout le temps aux entraînements. Je tenais tout le temps à mon 100%. Mais en dehors, j'aurais pu être plus sérieux. J'aurais pu être plus sérieux tout au long de ma carrière. J'aurais pu en donner plus. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé après. Est-ce que tu le regrettes? De regretter, bon, c'est sûr que je me dis, ben, j'aurais pu, oui. Mais avoir du regret, non, je pense que c'est quelque chose que maintenant, que je dis, OK, maintenant, j'ai compris que je peux utiliser pour mes prochains projets. Parce qu'après, ça s'arrête pas là. La vie, ça continue. C'est ça. Fait que des conseils que j'ai peut-être pas compris il y a 5, 7 ans, que je comprends maintenant, que je les utilise sur mes projets actuels. Fait que
oui, ça aurait été bien à cette période-là, mais écoute, si c'était pas ça, c'était pas ça. Juste pour bien décortiquer un petit peu ce passage de Drogba-là, tu termines avec l'Impact à quel moment officiellement? C'est en 2020-2021, je crois bien? Saison 2021. 2021. Donc, tu as connu un peu le passage de Thierry Henry quand il est arrivé à Montréal. Pendant un an, je crois. Tu vois Drogba, tu nous parles un petit peu de ce qui vient de se dérouler. Henry arrive dans un rôle différent, bien entendu, il n'est plus joueur, il est entraîneur. Est-ce que lui également change ta manière de voir les choses, de comment il prépare les attaquants? Bien entendu, tu es plus vers la fin de ta carrière. On en parlera un petit peu dans quelques minutes, mais tu avais d'autres passions. Mais tout de même, est-ce que Henry, il y a certains points, certaines anecdotes, certains faits marquants que tu as eu avec lui qui seraient intéressants de partager? Oui, la période où Thierry est arrivé, c'était une période qui était tough parce que j'avais une blessure. J'ai une blessure au genou que j'ai depuis j'ai peut-être 17 ans. Qui est mes tendons, mes 2 tendons sont complètement finis. Que j'ai traité pendant toute ma carrière, mais qu'il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Puis les bas, ils étaient bas où c'était comme, OK, c'est soit tu te fais opérer, puis ça prend un an quelque, ou tu continues à jouer dessus, puis tu souffres en silence. Puis de pas pouvoir jouer à ton 100%, jour après jour, puis d'avoir certaines fois des réprimandes des coachs, des entraîneurs qui disent, OK, mais puis toi, tu sais que pour certaines raisons, physiquement, tu peux pas. Puis là, c'est comme, OK, mais si je me fais opérer, je perds 1 an et demi, peut-être que je ne vais plus jamais revenir au même niveau. Ouais. Mais si je continue, c'est pas mieux. C'est comme là, je suis un peu perdu. Ouais. À ce moment-là, je suis un peu perdu, puis mes genoux m'empêchent d'être à mon 100%. Puis mentalement, comme je te dis, de savoir qu'est-ce que tu peux faire, mais de ne pas être capable de le faire. Ça doit être frustrant. C'est frustrant, c'est tough, c'est tout ce que tu peux imaginer. Je suis comme, je sais que je peux faire ça, mais mon corps me le permet pas en ce moment. Puis des fois, c'était beaucoup de, OK, je prends 2 semaines off pour essayer de diminuer l'inflammation, puis que ça... Puis après, tu rejoues 1 semaine, puis ça revient, puis c'était beaucoup de up and down. Fait que ça, mentalement, je te dirais que ça m'a pas mal... ça a été un des points les plus difficiles, puis qui a plus influencé la fin de ma carrière. C'était de savoir que, OK, peut-être que plus jamais je vais être à mon 100%. Ouais. Mais... On s'entend que toi, ton physique, pour tout joueur, mais moi, c'était l'élément numéro 1, c'est la vitesse, c'est la manière que tu es capable de tourner pour aller marquer un but. Donc, si on t'enlève ta force athlétique, c'est sûr et certain que le joueur en prend un coup. Il y a un gars que je vois dans le que je sais que je peux le speed, je peux le passer à côté, mais que je suis pas capable parce que mon corps ne me permet pas. C'est frustrant. Puis que ça se règle jamais, c'est là encore plus. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, donc, Henry, t'as pas nécessairement eu la chance. Je pense que cette saison-là, ouais, j'ai pas eu la chance de montrer, genre, qui je pouvais être ou ça a été tough. Mais, tu sais, qu'il s'est passé quand même il m'a beaucoup aidé. Il m'aidait dans mon positionnement, dans mon placement, il me donnait beaucoup de conseils, il me poussait beaucoup. Il essayait de me trigger à genre. Ouais. Moi, j'étais plus dans un mindset où c'était comme, je sais que tu me dis tout ça, mais ça suit plus. C'est un jeune âge que ça suit plus, mais c'est un problème qui date depuis que j'étais à l'époque de l'académie. Ouais. Fait que les gens vont dire, ouais, c'est un parcours qui a été... On a parlé beaucoup de d'autres aspects de quand j'étais plus jeune, mais cette blessure-là m'a suivi toute ma vie, puis c'est probablement lié au fait que le ski que j'ai fait quand j'étais jeune, les autres activités qui ont... Puis j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts à essayer de régler ça, puis ça a jamais... Tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, je vais au gym, puis faire des squats, c'est difficile. Est-ce qu'il aurait fallu des opérations avec un peu de recul? J'aurais pu avoir une opération. La meilleure décision, ça aurait été de la faire quand j'étais plus jeune. Mais après ça, tu sais pas. Ça peut retomber, ça peut lâcher. Tu peux lâcher, tu peux jamais revenir au même niveau. Quand j'ai la saison 2017, j'ai ce problème-là. Je l'ai encore, c'est juste moins pire. Mais après, je me disais, est-ce que tu te fais opérer quand ça revient? Parce que là, ça va bien. Ouais. Est-ce que tu te fais opérer puis tu perds 1 an, peut-être 1 an et demi? C'est les 2 genoux, là. Ouais. C'est pas un. C'est les deux genoux, là.
Puis ça, c'est un des problèmes physiques. Après, les ischios, j'ai la misère avec les ischios. À quoi tu attribues ça? Est-ce que tu penses, puis je te pose la question, puis je ne le sais pas spécifiquement, mais est-ce que tu penses si tu avais eu une meilleure hygiène de vie, certains enjeux comme ça auraient été réglés? Probablement, oui. On ne va pas se le cacher. Comme je t'ai dit, j'aimais ça. J'aimais ça sortir. J'aimais ça sortir après les matchs. J'aurais pu avoir une meilleure hygiène. J'aurais pu, mais en même temps, des fois, je sentais que, tu sais, admettons, on avait des trainings. Tu sais, les trainings, c'est à chaque jour. Ouais. Je sentais que si, admettons, j'allais dans le gym pour essayer de régler mon problème aux ischios, que ça allait juste empirer puis que ça allait péter le prochain training. Là. J'en fais trop, là, c'est comme, OK, la charge est trop grosse. C'était tough à gérer. J'avais jamais l'impression que je faisais la bonne chose, peu importe ce que je faisais. Ouais. Tu rentres dans un cercle vicieux, littéralement, c'est ça. Tu disais. Finalement, 2020-2021, ça leur a été ta dernière avec le club de l'Impact de Montréal. Suite à la fin de la saison, tu quittes l'Impact et par le fait même, tu mets un terme à ta carrière. Tu as 27 ans à ce moment-là, Anto. Parle-nous un petit peu des réflexions parce que j'imagine qu'il y avait peut-être d'autres opportunités, mais également, je pense qu'il y avait d'autres passions. Donc, j'aimerais que tu expliques un petit peu comment tu te sens, puis par la suite, on parlera de ta nouvelle carrière qui a tout autant de succès. Écoute, la dernière année, avant la fin, je le sais déjà. Oh! Je sais déjà que c'est fini. À quel moment un peu? Situe-nous pendant la saison. À quel moment tu sais que c'est la fin? Je commence à en parler à ma famille peut-être 3 mois avant la fin de la saison. Donc, l'été, littéralement. Tu sais, je commence à dire, tu sais, l'année prochaine, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça commence comme ça. C'est comme je sais pas. Dans ma tête, c'est comme les chances, ils se réduisent parce que là, bon, je vois mon problème physique, je vois mon âge, où je me dis, je suis encore considéré comme je rentre dans le match, puis j'impacte le match, puis je suis pas un starter. Oui. Je marque des buts, je performe bien, je suis un joueur que je pense que je contribue beaucoup à l'équipe, mais je me dis, j'ai pas un statut de starter encore dans la ligue, puis j'ai 27 ans. Fait que là, je me dis, est-ce que je suis condamné à être un power sub le reste de ma carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Pas vraiment. Ouais. À cette période-là, je suis comme... Qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent, tu penses, pour ne pas être un power sub? Parce que les arguments qui ressortaient un petit peu des fois, c'est que tu étais tellement bon comme substitut que finalement, c'était là qu'on voulait te voir jouer parce que si un match était serré, s'il manquait une étincelle, tu étais le joueur. Et l'argument aussi qui sortait, c'est de dire, si on te fait jouer sur un 90 minutes, peut-être que ton corps ne tiendra pas le match. Ben, c'est arrivé. Ça, je m'en cache pas. Là, c'est arrivé plein de matchs où j'ai pas fini les matchs parce que mes ischios lâchent complètement, des crampes, fait que je comprends aussi ce côté-là, mais j'ai jamais eu la game shape. J'ai jamais pu enchaîner. Bien sûr. Bâtir là-dessus. Où je peux me dire, OK, là, il a joué à 65. La semaine prochaine, ça va être 70, 80. Puis là, après, je vais être dans un game shape où je peux jouer les 90. J'ai jamais eu cette chance-là. Fait qu'il fallait que je build ça par moi-même. Puis on dirait que mon corps était juste pas capable de... Je comprends. Ça venait pas. Fait que oui, ça peut peut-être bâtir la réputation d'être un power sub où on le rentre 20 minutes, puis genre... Il marque. Il va brasser tout, là. Tu sais, ça prend ça. Mais c'est ça, je dis pas que c'est la faute d'un tel ou un tel, mais je pense qu'avec une game shape, j'aurais peut-être pu changer ce statut. Et on revient peut-être, excuse-moi, à ce que tu disais. Donc, tu es en réflexion. Été 2020, je crois bien. On ne sait pas trop exactement ce qu'on va faire pour la prochaine saison. Et comment ça s'accélère tout ça par la suite? À un moment donné, ma décision elle se prend où je me dis, bon, il y a des discussions avec New England. Ah, OK. Mais comme là, c'est beaucoup de thinking. C'est comme, OK, New England, ils jouent sur du turf toute l'année. Moi, j'ai les genoux qui sont en feu. Là, je me dis... Eux, ils veulent te signer à la fin de la saison. Mais je me dis, qu'est-ce que je... Tu sais, ça va être compliqué. Puis ils veulent me signer pour un montant qui est beaucoup moins que ce que je gagnais à cette période-là. Fait que là, je me dis, tu sais, je vois un peu le bout arriver. Où je me dis, tu sais, ça s'en va comme ça. Puis est-ce que je suis prêt à partir? Puis là, je sais parce qu'à ce moment-là, j'ai d'autres New England, pour les gens qui nous écoutent, joue à Boston.
New England, on sait que c'est juste pour bien que les gens situent tout le tout. Ouais. Là, fait que c'est quoi? 5-6 heures de Montréal à peu près? 6 heures de Montréal. Ouais. C'est pas tant la distance le problème. Ouais. C'est juste, je me dis, bon, j'ai d'autres projets à Montréal qui sont déjà en train de rouler. Quels sont-ils? C'est des projets qui sont terminés au jour d'aujourd'hui, mais qui allaient bien à cette période-là, où je me dis, bon, est-ce que c'est une décision à prendre? Est-ce que je quitte le projet que j'ai à Montréal maintenant pour aller jouer à New England pour gagner moins cher? C'est beaucoup de thinking où je me dis, bon, puis là, j'ai les genoux. Tu sais, il y a tout qui rentre. Ouais. Là, je me dis, je pense que genre on est arrivé au bout. C'est ça. C'est dommage. Puis en même temps, je me dis, mais tu sais, j'ai 27 ans, il y a plein de choses en vie, il y a plein de... Comme je l'ai fait, j'ai aimé ça. C'est pas une fin en soi. Je suis reconnaissant envers l'Impact, envers la famille Saputo, pour l'opportunité, pour avoir été là. Ben, à ce moment-là, j'arrive où je me dis, tu sais, je pense que je me vois pas aller ailleurs, recommencer quelque chose là-bas avec mon état physique puis mental. En gros, c'est ça. Je prends la décision de juste, quand je ne re-signe pas, j'annonce même pas qu'on va en retraite. Je peux juste... Aucune apparition publique, bien exact. Puis tout le monde, tu sais, bon, mais là, t'as pas annoncé, puis comme... Moi, pour moi, c'est juste, je vais continuer à vivre. Puis je l'ai fait, j'ai mis ça, mais en même temps, je me voyais pas tant jouer ailleurs qu'à Montréal. Sur un coup que le club m'a dit qu'il pensait pas me re-signer ou qu'il voulait pas me re-signer, je me suis dit, c'est la fin. C'est ça. Et ce qui est impressionnant avec toi, Anto, c'est que tu termines une carrière dans le foot, une belle carrière, félicitations, plus que respectable. Tu as marqué des buts, merci. Les gens se rappellent de toi, c'est exceptionnel ce que tu étais capable de faire. Mais là, si on continue de suivre un petit peu en ligne, sur les médias sociaux, là, c'est plus Anto Jackson, c'est Tony Lee. Donc, exactement, il y a une autre carrière qui se dessine dans le domaine de la musique. Mais tu ne fais pas les choses à moitié, toi. Là. Tu ne vas pas simplement aller faire... Tu vas pas aller faire un petit set de DJ au bar de quartier 1 ou 2 fois par semaine. Il faut que tu partes à l'international. Parle-nous de comment tout ça débute, ta carrière de DJ, parce que faut qu'on parle plusieurs minutes de ça, c'est assez exceptionnel. On en parle parce que je pense que des fois, les gens, j'entends souvent, t'as arrêté le foot pour devenir DJ. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement absurde. Quand j'ai arrêté le foot, c'était pour certaines raisons qu'on vient de parler. Puis après, il y a eu une pause où je travaille avec... j'ai une petite business avec mes amis, on travaille. Puis ça dure peut-être 2 ans, cette période-là. C'est quoi que tu fais à ce moment-là? On travaille sur un projet qui est un projet d'un de mes amis, qui est un projet en informatique. Ouais. On start un gym, on start plusieurs projets. OK. Qu'à ce moment-là, on pense que c'est ça qu'on veut faire. À ce moment-là, moi, je suis convaincu que c'est ça que je veux faire. Un genre de vision d'entrepreneur. Exact. On est en affaires, on part ça. Au début, ça se passe bien, tout va bien. Merci. Puis, c'est ça, à un moment donné, il y a 2 ans, je pense, qui se passe du moment que j'arrête, peut-être 1 an et demi, 2 ans, où je suis un peu en train de me dire, bon, est-ce que je reste entrepreneur, je continue mes projets, mais j'ai toujours, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Bien sûr. À cause de ma famille, mon grand-père qui est un pianiste, mon parrain, mon oncle, qui sont des musiciens incroyables. Ce que je me dis à cette période-là, c'est comme, il me faut quelque chose qui spice up ma vie. Genre. Je peux pas rester... juste pour être certain, à ce moment-là, quand t'es encore avec l'Impact, t'es pas DJ, t'en as jamais fait. Jamais. J'ai jamais fait de soirée, j'ai jamais fait de... Mais j'ai mon petit setup à la maison. Pour moi, où quand mes amis viennent, je mets la musique, puis genre, j'aime ça, j'adore ça. Puis je suis des DJ puis des producers depuis des années, ou que c'est quelque chose que j'adore. Fait à ce moment-là, je me dis, OK, j'ai rien, on travaille sur nos projets, mais j'ai rien qui vient me chercher là, des émotions. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de projet. J'ai besoin de projet. J'ai besoin d'un projet qui me parle, où je suis passionné. C'est ça. Puis à ce moment-là, les projets que je travaille, oui, c'est des projets qui m'intéressent, mais c'est un moment où je réalise que travailler dans un bureau, c'est pas quelque chose qui me passionne. Puis que c'est pas moi. Ça correspond pas à Anthony Jackson Hamel.
ça me va pas. Fait que là, je me dis, OK, qu'est-ce que... Puis là, les gens, ils me disent, mais pourquoi tu le fais bien? Pourquoi tu commences pas à faire des places? Puis je me dis, OK, pourquoi pas? Puis c'est là que je décide, OK, j'ai le setup, je vais me pratiquer toute la journée, je vais faire ça toute la journée. Là, je rentre dans une phase où Focus. Mix, là, je peux mixer, là, tu peux me demander à Jill, je peux mixer là, des 9 heures, 8, 10 heures là, de suite au même spot. J'ai pas bougé, là. Puis je suis en train de travailler des trucs, j'essaie de comprendre tout. Puis là, ça devient quasiment une obsession, ce qui est encore le cas aujourd'hui, là. Mais ça devient une obsession, je me dis, OK, c'est ça que je veux le faire, là. En ce moment, je suis pas... j'ai encore du temps. Je suis pas... à ce moment-là, j'avais quoi, 29? C'est pas trop tard. C'est pas 60 ans. Là. Ben non. Fait que je me dis, ouais, pourquoi pas? Puis là, c'est là que quand je sens que j'atteins un certain niveau, je me dis, bon, ouais, peut-être c'est le temps de faire mon premier pas dans un club. Pourquoi pas? Tu comprends? Si c'est ça que je veux faire, il faut faire le step à un moment donné. Fait que là, je contacte, je parle avec des gens, puis je fais une place qui est à Sherbrooke. PMF. Okay. Alors, shout out aux boys de PMF qui me disent, ouais, on fait une soirée avec Tony Lee. Fait que là, je suis comme, OK. Ton nom vient d'où? Le nom vient de, je pourrais même pas te dire d'où. Ça a sorti de même. Exact. Puis ça a été ça. Ouais. Mais, ouais, ils me disent, OK, on fait une soirée. Puis je débarque avec plein de monde de Montréal. Puis on fait une soirée là-bas, puis c'est comme ça c'est là que ça a commencé. Après ça, j'ai eu une autre place à Montréal qui est intéressée à m'avoir par l'intermédiaire d'un contact que j'avais. OK, on pourrait l'essayer une soirée. Puis là, la piqûre. Puis là, à ce moment-là, c'est comme, ouais, c'est ça. Mais je sais pas le niveau. Je commence. OK, donc, disons pour les gens qui nous écoutent, on va dire que le niveau que tu vas atteindre, c'est l'Impact de Montréal. T'es à quel niveau? Je suis loin, là. Très loin. Ouais, j'étais un puis-oui, là. Puis-oui. Ouais. Genre, ça... Mais... Qu'est-ce qu'il faut pour... Mais je comprends. Ouais. Il faut que tu fasses quoi pour te rendre là? Ah, c'est de... Tu sais, à un moment donné, DJ, c'est beaucoup d'être capable de read le room. Bien sûr. Puis ça, au début, je l'ai pas pantoute. Je suis pas capable de lire le crowd. Je mets des tracks que j'aime, je mets des trucs que j'aime, mais à un moment donné, tu vois, du monde, j'ai déjà clear des dance floors, là. Ouais. Tout le monde est parti, puis... Fait que, tu sais, puis je travaille encore là-dessus. Je pense que ça, c'est juste l'expérience. C'est plus t'en fais, plus t'es capable de reconnaître certaines situations où, bon, tu dois aller dans telle direction, mais c'est pas quelque chose que je me considère encore au jour d'aujourd'hui top, là. Tu sais, j'ai encore du chemin à faire, puis c'est de travailler, puis c'est de continuer à faire des gigs, puis gagner cette expérience-là. Tu sais, tu t'en rattrapé. Fait que c'est ça. Mais tu fais Sherbrooke, tu fais Montréal. Mais comme on disait un petit peu à la caméra avant qu'on rentre, on était supposé m'amener faire le podcast parce que tu avais un gig à Ibiza. J'étais en Espagne. Non, j'avais un gig à Munich. À Munich. J'étais parti en vacances à Ibiza, juste avant. Donc, tu t'es retrouvé en Europe pour faire des gigs. Ouais. J'ai rencontré des gars. Je t'ai vu aux États-Unis également. Tu as fait des gigs. Ouais. Donc, on n'est plus puis-oui, là. Qu'est-ce qui s'est déroulé? Ben oui, ça change un peu. Ça s'améliore, mais c'est qu'aussi, quand tu pousses, puis que les gens voient que tu pousses, les gens veulent pousser avec toi. Fait que, tu sais, là, je suis dans une... Quand je m'en vais en Europe, c'est comme... Je pense, j'allais 2 fois, où j'ai comme un mini tour, mais genre, c'est vraiment de Combien de gigs t'as fait en Europe? Je te dirais peut-être entre 10 et 15. Tu t'es fait booker par des connaissances à toi. Des gens que j'ai rencontrés, qui aimaient mes trucs. C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne, tu sais, c'est quelqu'un qui t'entend quelque part, que hey, j'aime ce que tu fais, tu veux venir le faire là? Là, je suis comme, OK, why not? Puis moi, j'ai jamais eu peur de l'aventure, puis je suis parti tout seul. Je suis parti tout seul, puis j'étais comme, à un moment donné, je me suis retrouvé des places vraiment sketch, là, genre où j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, tellement je suis dans les Alpes, genre en Autriche, il y a personne qui parle à peine anglais, tu sais, c'était vraiment spécial, mais j'ai adoré ça, là, c'était genre, ouais, c'était fou. Mais ouais, c'est des moments... incroyable. Ouais. Puis, à quel moment tu dis ça va être ça, mon emploi?
Parce que j'imagine au début, c'est comme n'importe quoi, les montants que tu te fais payer pour certaines soirées doivent être limités. Il faut que tu gagnes ta vie aussi. Peut-être que tu as été capable de bien gagner ta vie avant, certes, mais tout de même, les choses avancent. Ouais, les choses avancent, puis là, je fais un peu comme un plan où je me dis, bon, si tu veux te rendre à ce niveau-là, faut que tu fasses ça. Un plan normal. Puis là, la production de musique qui rentre en jeu, où je me dis, bon, si je veux faire des gros gigs que je veux faire, je dois être capable de faire ma propre musique. Puis j'ai un gars qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Dan Ficara, où on a commencé à faire des tracks ensemble. On a release 2 tracks ensemble. Il m'a aidé beaucoup dans le process. Puis là, c'est un peu pour ça que ces temps-ci, je suis un peu plus... Je mixe moins, mais je suis tout le temps en studio. Tu fais de la musique. Tout le temps en studio. Puis ça, je pense que c'était jamais de... Il n'y a pas de maximum dans la production de musique où tu peux dire, OK, j'ai reach le top. Tu peux tout le temps t'améliorer. Il y a toujours des nouvelles techniques, des trucs à apprendre. Puis mon focus est vraiment là-dessus en ce moment. C'est de release mes projets, mes singles, mes trucs, améliorer ma production. Puis c'est vraiment là mon focus. C'est pour ça que je mixe un peu moins. Je fais un peu moins de soirées, mais j'ai pas arrêté de travailler. Au contraire, je fais des... Tu sais, des fois, j'ai un horaire un peu bizarre. Là. Je peux faire des 20 heures en studio non-stop à juste faire de la musique puis essayer de m'améliorer parce que c'est comme si je connais un peu le process de comment se rendre quelque part. Puis si c'est ça que tu veux faire, why not give it 100%. Là. Bien sûr. Donc, en gros, tu gagnes un petit peu ta vie avec certaines soirées, mais ton plan, c'est de bâtir mon plan, c'est de la musique. Ouais, bâtir un crowd. Exact. Pas juste être un DJ, mais aussi produire mes propres sons. D'ailleurs, que je parlais avec Jay dans l'auto que j'allais peut-être release quelque chose cette semaine parce que j'ai quelque chose qui est fait. Tu sais, j'ai plein de... C'est plus ça en ce moment, qui est comme focus sur mes projets, puis les gigs, c'est comme ça va venir après. Mais ouais, c'est un peu switch. J'ai un peu switché mon mindset. Avant, c'était comme, OK, je veux mixer partout. Puis là, c'est un peu, je veux mixer des soirées que je choisis, mais je veux vraiment travailler en studio. C'est vraiment ça ton obsession. Mon obsession en ce moment-là. Puis connaissant, tu risques d'avoir beaucoup de succès bientôt. J'espère que ça va bien se passer. Tantôt, on va revenir un petit peu au foot pour terminer le podcast. L'objectif de Histoire de foot, c'est de retracer des carrières exceptionnelles pour par la suite inspirer d'autres gens à vivre ces mêmes carrières exceptionnelles dans le foot. S'il y avait des jeunes qui nous écoutaient aujourd'hui, ou peut-être même des gens qui sont un petit peu plus vieux puis qui voudraient une carrière comme coach, comme président, peu importe, dans l'univers du foot, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent? Il faut vraiment croire en soi, parce que c'est la chose la plus importante. Ensuite, je donnerais un autre conseil qui serait peut-être pas pour les jeunes, mais pour les parents, puisqu'on donne souvent des conseils aux jeunes, mais on oublie que les jeunes sont directement impactés par les décisions des parents. Bien sûr. Puis l'ayant vécu avec moi, avec ma mère, je dirais que les parents négligent souvent l'impact qu'ils ont sur leurs jeunes dans le sport. Puis ça serait de pousser les kids à faire ce qu'ils aiment. Puis aussi, je dirais, comme dernier conseil, de rester à l'école, puis de focus à l'école, parce que ça a failli être la fin pour moi. Mais faire tout dérailler. Ouais. Je conseille beaucoup aux jeunes de rester à l'école, focus à l'école, puis de travailler fort. Ouais. En tout cas, Anthony, dans tous ceux qui vont être venus sur le podcast, t'as clairement une des histoires les plus fascinantes avec ta carrière. Je ne pas ça donner des conseils parce que j'ai la misère à suivre mes propres conseils, mais... Écoute, t'as de l'expérience maintenant. T'as de l'expérience maintenant. T'as été professionnel de foot. T'es maintenant DJ professionnel, même producteur de musique. C'est davantage ça qui se déroule. Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut attendre de toi bientôt? La suite, j'ai un autre projet qui commence bientôt. Dis-nous-le. Qu'on va garder... on va garder ça un peu mystérieux, là, mais j'ai un autre projet qui s'en vient avec mon boy. Si tu peux viens mettre ta face dans l'écran un peu, là. Non? Non, pas besoin de la chaîne. Je viens mettre ta tête. Hein? Ça, c'est Jay. On commence un projet bientôt. Vous allez entendre parler, là. Ça s'en vient. Puis,
quelque chose. C'est un projet dans quoi? Dans la musique? On regarde ça secret. OK. Ben, on a un bon projet dans entertainment. Ça va être entertaining. Entertaining. Et pour en savoir plus, on suit Tony Lee sur Instagram. Tony Jax, encore Tony Jax. Tony Jax. Et Tony Lee. Puis on peut suivre aussi Jay. Ça s'en vient. Entertaining, musique. OK. Ça va être pas mal général. Ça va reach pas mal toutes les audiences. On espère que le monde va aimer ça. C'est un peu... un autre projet. C'est un autre projet. Ouais. Un autre projet à la Tony Jax. C'est quelque chose qui va être... ça va brasser un peu. Bon. Ben écoute, on va suivre ça de près. Anthony Jackson, merci énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. J'espère que ce contenu-là va pouvoir bien retracer ta carrière. Je pense qu'il le fait. J'espère aussi que nos auditeurs vont aimer l'entretien. Je te remercie et bon succès pour tes prochains projets. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis, je te souhaite la même chose. J'ai plein de questions. On va avoir le temps de jaser. Bien sûr. Plein de questions pour toi aussi. C'est le fun. Merci, Anto. Plaisir.